Appuie sur la droite. À droite. Tire. C'est ça. Vas-y. Mince de bagnole. Il y a un type dedans. L'homme grenouille nous avait prévenu. J'ai alerté la criminelle. C'est sûrement eux. Et ils s'en fait vite. Commissaire principal Boisseau, c'est vous qui avez appelé, brigadier? J'ai peut-être eu tort, monsieur le principal, mais quand l'éclusier m'a dit que... Il est là? Oui, c'est moi, monsieur le commissaire. Ah, très bien. Je vous écoute. Ben voilà. Ma maison est un peu en aval, à 20 mètres à peu près. J'ai entendu une voiture sur le chemin de halage. Il n'y a jamais de bruit la nuit, alors ça m'a réveillé. La voiture a plongé aussitôt? Non, monsieur le commissaire. Je l'ai dit à vos agents. La bagnole s'est arrêtée. Je pensais que c'était des amoureux. Cette saison, ils sont rares, mais en été, il y en a souvent. Hein. Le coin est vachement tranquille. Combien de temps s'est écoulé entre l'arrivée de la voiture et le plongeon? Je sais pas. À peu près 5 minutes. Bien. Et après? Après, j'ai entendu quelqu'un qui courait sur la route, là au-dessus. J'ai allumé les lampes à l'extérieur, mais il n'y avait plus personne. Alors j'ai appelé les flics, quoi. Je vous demande pardon, ça m'a échappé. Ça ne fait rien, continuez. Après, c'est plus mon affaire. Hein. Le car est arrivé, puis le bateau de la fluviale. Hein. Alors, brigadier? Nous sommes arrivés à 3h10, 5 minutes après l'appel, et l'éclusier m'a raconté la même histoire qu'à vous. Quand l'homme grenouille m'a dit que l'homme était à la place du passager et qu'il avait la figure en bouillie, j'ai préféré vous prévenir. Vous avez très bien fait. Où en es-tu avec le plongeur de cette nuit, Berger? Oh, pas loin, patron. Le type s'appelait Dominique Verdury. Seulement l'adresse figurant sur sa carte d'identité est fausse. Fausse? Du moins, n'habite-t-il plus rue Saint-Didier depuis longtemps. 4 ans, je crois. Le concierge m'a indiqué une adresse, rue Colincourt. Il en avait déménagé depuis 2 ans. Ah. Tu as réussi à le situer? Oui, mais pas sans mal. Il habite un studio meublé rue de Naples. Le gérant n'en sait pas lourd sur lui. Il paie régulièrement son loyer, reçoit beaucoup de femmes et a l'argent facile. C'est tout. Et côté professionnel? Rien. Bah comment rien? Sa carte d'identité le donne comme gérant de société. Tu es perquisitionné chez lui? Bien sûr, patron. J'ai trouvé aucun papier. Aucun? Non, rien. Pas une lettre, pas une facture. Pour le moins étrange. Mais autre chose. Ce type est né en 1925. Il avait donc 50 ans. Eh bien, j'ai trouvé 15 costumes, 2 manteaux, une flopée de paires de godasses dans son studio. Il n'y avait pas un bibelot personnel. Pas une photo, rien. Jusqu'à la télé qui est louée à un organisme spécialisé. Il est fiché? Pas chez nous, en tout cas. Les mœurs? Non, Verdury n'est pas un souteneur, si c'est ça que vous pensez. Bien. Tu as une autre idée? Non. Cependant, ce type devait avoir des revenus en dents de scie. Rue Saint-Didier, il était locataire d'un appartement spacieux dans un immeuble de grand standing. Et rue Colincourt, par contre, il habitait un 2 pièces minable dans une baraque vétuste et mal tenue. Et rue de Naples, son studio meublé? Ah, tout ce qu'il y a de chouette, patron. 3000 francs de loyer par mois. Nous sommes dans un cul-de-sac, si je comprends bien. Pas tout à fait. Il portait son carnet de rendez-vous sur lui. Ah, un carnet d'adresses, je suppose. Oui, mais rien à en tirer, il n'y a que des adresses de restaurants élégants. Mais par contre, le carnet de rendez-vous est plus intéressant. Tenez, un nom revient fréquemment. Regardez. Là. Là, hier. Le jour de la mort à 15h. Oui. Monsieur Armand. C'est ça? Et jeudi dernier. Encore Monsieur Armand. Voilà, il le voyait donc au moins 2 fois par semaine. Vous pouvez feuilleter le reste. Ah oui, je vois, oui. Et cette Sylvaine, là, elle revient souvent? Oui, patron, mais seulement depuis 1 mois. Avant, c'était Jacqueline. Et tout au début du carnet, Stella. Eh ben. Nous sommes pas sortis d'affaire. Alors, Solnaf, tu connais mon client? Oui, mon vieux. La brigade financière était sur le point de contrôler la Société européenne de récupération métallurgique.
Quesaco. Une affaire bidon dont Dominique Verdury était l'estimable gérant. Écoute, si tu cessais de jouer les oracles et si tu me racontais ce que tu sais. Je suis là pour ça. Mais à une condition. À une condition. Que tu me resserves un peu de cet excellent breuvage. Ça, tu as le chic pour trouver les bistrots où la bouffe est de première. Ça, il faudra que nous échangions nos adresses. Tiens, j'en connais un qui... Nous parlons en restaurant après. Tu vois. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Enfin. Alors, Verdury est un curieux personnage, fils d'un restaurateur niçois. Son père avait épousé une Anglaise. Notre oiseau a fait à Nice des études secondaires des plus médiocres. Et la Libération le trouve FFI. Ah bon, il était dans la résistance? Oh, de la dernière heure. Les Allemands partis, il s'est baladé avec un brassard et une mitraillette, c'est tout. Il avait gagné le maquis 2 mois avant, car il était sur le point d'être arrêté pour marché noir. Oui, je vois. 1 mois après la Libération, il est interprète dans l'armée américaine. Non, mais il a dû sucrer. Ça inquiète pas qu'un peu. Et ça a duré. Et puis la guerre terminée, Verdury est toujours au service des Américains, à la base de Leblanc, dans l'Indre. Il est en cheville avec son patron, et à eux deux, ils font drôlement valser l'anse du panier. En 1955, notre oiseau est fichu à la porte après un contrôle. Et son patron rapatrié par le premier avion. La justice a été saisie? Non, les ricains n'avaient pas envie de faire des vagues. Verdury avait gagné beaucoup d'argent, il a acheté une station-service près d'Orléans. Tu te souviens qu'à l'époque, Orléans était presque une ville américaine? Oui, bien sûr. Cette station était devenue la succursale des PX, tu sais, ces magasins où les GI et leurs familles s'approvisionnaient en produits français et américains détaxés. Oui, je sais, et alors? Eh bien, alors la station-service était une couverture. Elle se trouve sur la route de Sologne et les chasseurs s'y arrêtent pour y acheter des cigarettes et du whisky. Tiens, même les frigidaires et les fusils de chasse sont à des prix déments. Vous avez pu le piquer? Eh non, malheureusement. Le service n'a eu vent de l'affaire qu'une fois les Américains partis. Mais nous l'avons épinglé pour une autre affaire. Il possédait à Paris une boutique de surplus. À la suite d'un contrôle, les polyvalents sont aperçus que plus de la moitié de son stock était entré sans facture. Et il a écopé d'une lourde amende. Nous l'avions perdu de vue jusqu'à ces jours derniers, mais dis donc, ça donne soif de parler. Bien compris. Mademoiselle, nous redonnerez une demi-Beaujolais, s'il vous plaît. Les finances ont effectué un contrôle chez Krabichek. Monsieur Armand, si tu préfères. Tiens. Tu m'intéresses, continue. C'est un ferrailleur. Illettré, riche comme Crésus. On essaie de l'agrafer depuis 20 ans, mais sans y parvenir. Les polyvalents ont entrepris de vérifier tous ses achats. Et l'un de ses plus gros fournisseurs était la Société européenne de récupération métallurgique en question. Et alors? Cette société qui facturait pour plus de 200 millions par an n'a déclaré qu'un chiffre d'affaires minable. Alors les finances nous ont filé le bébé. Tiens, si tu veux, après le cognac que tu vas m'offrir, nous irons faire un tour boulevard Poissonnière, au siège de cette estimable société. J'allais te le proposer. Alors, Boisseau, tu as vu? Ah, c'est stupéfiant. Ça s'appelle une boîte à lettres. Il y en a comme ça des dizaines dans Paris. Ça devrait être interdit. Pourquoi? Permettent à des courtiers ou à des sociétés débutantes de disposer d'un bureau, d'un standard téléphonique et de se domicilier. Bien sûr, nous les avons à l'œil car c'est la solution rêvée pour les faisans. Donc Krabichek aura du mal à expliquer qu'il ait pu faire de bonne foi des affaires avec une société dont les bureaux n'existent pas. Même pas. Cette société agissant comme courtier avait besoin d'une secrétaire et d'un téléphone pour tourner, c'est tout. J'en connais un certain nombre dans Paris qui travaillent ainsi et qui font fort honnêtement un chiffre d'affaires faramineux. Verdury, c'est différent. Il faisait le taxi. De l'avalage de taxes, si tu préfères. Ah, mais il y a eu une affaire de ce style à Lyon récemment, je crois. Différente, mais le principe est le même. Ici, il s'agit de ferraille. Il y a 3 stades dans la récupération de la ferraille. D'abord, le gagne petit, le chiffonnier. Celui qui fait du porte-à-porte, achetant un tuyau de plomb ici, un morceau de zinc là, une vieille cuisinière ailleurs. Je savais, merci. Ensuite, tu as le petit grossiste, qui achète au ramasseur, et qui revend ensuite par camion complet à un grossiste, qui lui traite avec les affineurs ou les aciéries par centaines de tonnes. Je comprends, la facturation n'apparaît qu'au 2e stade. Voilà, tu y es. Mais parfois, il n'y a pas de facturation du tout. Alors on fait appel à un taxi. Et où est l'intérêt? Il est double. D'une part, on régularise le stock. D'autre part, on récupère la taxe que l'on facture au client et qui, n'ayant jamais été payée au fisc, constitue un joli bénéfice par un simple jeu d'écriture. Ça n'a qu'un temps. Oui, bien sûr. C'est pourquoi le taxi n'a rien au soleil et se tient prêt à disparaître à la première alerte. Vous allez épingler Krabichek? Pas si facile que ça. Il a sûrement tout payé par chèque. Chaque camion de livraison fictive a dû faire l'objet d'une pesée régulière et être inscrit sur son livre d'entrée.
Pour le coincer, il aurait fallu que Verdurie parle. Et il est mort. Le docteur Perrault est là? Bonjour, monsieur le commissaire. Il travaille sur votre client. Vous voulez entrer? Oh, merci, non. J'attendrai qu'il ait terminé l'autopsie. Oh, ce ne sera plus très long. Il y a 2 heures qu'il est dessus. Bon, j'attendrai. Il a terminé, monsieur le commissaire. Ah, très bien, j'y vais. Tiens, Boisseau. Vous m'aviez dit que c'était urgent et cela doit l'être pour que vous veniez aux nouvelles. Vous avez appris des choses intéressantes? Je sais pas ce que vous cherchez, mais le client a été assez bavard. Je vous écoute, docteur. Qu'est-ce que vous avez reniflé comme ça? Vous êtes enrhumé? Ça pue ici. La morgue n'est pas une officine de parfumeur, mon cher. Ça sent le formol et le reste, mais on s'y fait. Allez-y, docteur. Je vous confirmerai mon rapport par écrit. J'ai encore quelques vérifications à faire. Oui, bien entendu. Ben, la mort est intervenue entre 2h30 et 3h du matin. Une balle de revolver tirée à bout portant en pleine figure. Calibre 6,35. Ah, pas un calibre de professionnel, ça. En effet. Vous voulez voir la balle? Non, non, merci. Bon. Le corps est resté immergé pendant plus d'1 heure et moins de 2. Mais l'homme était mort évidemment au moment du plongeon. Je vous énumère les centres lésés? Non, inutile. Poursuivez. L'homme n'a sans doute jamais travaillé de ses mains. Il en prenait d'ailleurs un très grand soin et avait une excellente manucure. Ça ne m'étonne pas. Ah, vous savez. Vous m'aviez demandé de le faire parler au maximum, c'est pourquoi je... Non, non, mais vous avez bien fait, docteur, je vous remercie. Mais depuis quelques heures, nous le connaissons mieux. C'est votre affaire. Bon, dîner entre 20 et 21 heures. Il souffrait d'une insuffisance gastrique. L'heure est difficile à préciser. Il a absorbé plusieurs whisky avant son repas et a mangé des huîtres, des belons, puis un riz de veau à la crème. Vous aimez les riz de veau, Boisseau? Oui. Cela semblait parfait, mais la sauce comportait trop de madère à mon goût. Vous arrivez même à reconstituer la recette? Bien sûr. Rassurez-vous, je suis pas obligé de goûter. Tenez, regardez. Oh non, cachez ça, mon Dieu, c'est dégueulasse. Vous savez pas si sensible. Bon, je poursuis. Il a arrosé son repas de champagne. Drôle de goût avec des riz de veau. Enfin, passons. Après, il a fait l'amour pour digérer. Vous en êtes certain? Absolument. Ça vous étonne? Non, non. Mais le 6,35 et ce que vous venez de dire, ça ne cadre pas très bien avec l'idée que nous nous faisions. Bonsoir. Oh oui, mon chéri, ça c'est chouette, alors je t'attendais pas si tôt. Oh, bonsoir. Je viens d'entendre à la télé que tu étais sur une nouvelle affaire? Oui, oui. Oh, mais t'en as une pauvre petite mine. Fatiguée? Non, je suis un peu barbouillé, c'est tout. Tu écoutes la télé, là? Oui, oh, non, pas spécialement. Attends, je la coupe. Oui. Et toi, tu as passé une bonne journée, Hélène? Oui, sans histoire. Enfin, je suis quand même encore un peu nerveuse. Ah bah ça, oui, je me mets à ta place. Jean-Marie devait venir dîner puis se décommander. Ah oui, une nouvelle conquête. Ça doit être ça. Assieds-toi. Oui. Serre-nous un verre. Je mets mes casseroles à chauffer et j'arrive. Très bien. Devine ce que je te prépare. Je me suis lancée, tu vas voir. Tu adores ça. Qu'est-ce que c'est? Attends, je sais pas moi. Comment tu veux que je devine? Des riz de veau à la sauce madère. Enfin, la crème, si tu Oh là préfères. là. Oh, mon chéri, t'en fais une tête. C'était pas une bonne idée? Où en êtes-vous avec les terrains d'Ivry, maître Chalapasse? Au point mort, monsieur Ormond. Je n'ai pas l'impression que vous vous rendiez bien compte de la situation. Quelle situation? Vous plaisantez. Verdurie est mort. Nous avons la police sur les reins et vous me demandez quelle situation. Je me moque de la police, maître. Je suis un honnête commerçant. Vous êtes incroyable. Je vous paie pour être un honnête commerçant. Et je vous paie très cher. Il vaudrait mieux pour vous que je n'ai aucun ennemi, vous comprenez? Je suis sûr de mes livres. Ils ne pourront rien prouver. Bah, vous voyez bien. Mais Verdurie... Il est mort. Il ne risque pas de parler. Et Perroton? Ce n'est pas votre affaire, maître. José va s'en occuper. C'est justement ce qui me fait peur. Oui? Mais que veux-tu, José? La police est là, monsieur Armand. Fais entrer. Je veux bien, mais à la condition qu'Yves n'en sache rien. Oui, non, ça me regarde. Bon, d'accord, à 5 heures. Je deviens une femme de 5 à 7. Oui, entendu, j'y serai. Au revoir.
JM? Ouais? Viens un instant. Tu veux? Bon, j'arrive. Mon petit chéri, j'ai un service à te demander. Oh là là, oublie-moi, hein. Je veux finir ma maquette aujourd'hui. Oncle Jean-Marie vient samedi. Il m'a promis de fixer le moteur. Non, mais c'est pas ce que tu crois, JM. Bon, alors je t'écoute. J'ai besoin de toi. Tu l'as déjà dit. JM, tu sais garder un secret? Bien sûr, mais ça dépend du secret. Et à une condition. Quelle condition? Pendant une semaine, tu m'appelles plus JM. J'en ai marre de ce diminutif. Oh, écoute, sois pas bête. Tu sais bien que c'est pour ne pas te confondre avec ton oncle. Quelle idée de m'avoir appelé comme lui. C'est ton parrain. Et puis c'est gentil, JM. Ça fait ricain. Oh. J'aime pas les ricains, moi. Mon nom, c'est Jean-Marie. Bon. Mais tu peux m'appeler Gustave ou Ernest, si tu veux. Bon, bah d'accord, va pour Ernest. Tes battements. Alors, ce secret? Bon, eh bien, tu connais Maître Letellier. Ah, le sauteur. Le quoi? Le sauteur? Oui, c'est papa qui l'appelle comme ça, à cause de ses cheveux longs et de ses costumes à carreaux. Prince de Galles, JM. JM? Ouais, Ernest. Prince de Galles, pas à carreaux. Moi, je m'en fous, mais papa peut pas le gober. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le sauteur? Je le connaissais très peu, monsieur le commissaire. Vous avez cependant fait près de 200 millions d'affaires avec lui. L'autre commissaire a dû vous dire que sur ce seul chantier, je faisais près d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Et j'ai 3 autres chantiers en France. Je possède également une flotte de barges. De barges? Oui, de péniches, si vous voulez. En outre, la Société française d'immobilier est à moi à 60%. L'année dernière, elle a construit et vendu pour 900 millions d'immeubles. Si je vous disais combien je verse chaque année au fisc... Mais la question n'est pas là, monsieur Krabichek. Vous pouvez m'appeler monsieur Armand, comme tout le monde, monsieur le commissaire. Revenons à Verdurie, monsieur Krabichek. Verdurie? Ben, il vendait. Et moi, j'achetais. Où étiez-vous dans la nuit d'hier et d'avant-hier? Je suis un honnête commerçant, monsieur le commissaire. Je quitte mon bureau à 8h du soir et j'y suis tous les matins à 6h30. Alors la nuit, je dors. Chez vous? Vous avez vu ma figure, monsieur le commissaire? Avec ma figure, on dort dans son lit avec sa femme. Donc vous avez passé la nuit avec madame Krabichek. Très bien. Et en dehors d'elle, un témoin? Mais je dors seul avec ma femme, commissaire. Oh, écoutez, je vous en prie. Pas de domestique, d'enfant? Ma fille est aux États-Unis, à Harvard. Et très savante, vous savez. Et domestique? J'habite la même maison depuis 30 ans. Ma femme n'a jamais voulu déménager. Elle n'a rien d'autre à faire, alors pourquoi payer quelqu'un pour la cuisine et le ménage, commissaire? Vous pensez vraiment que j'ai pu tuer Verdurie? Je ne pense rien, monsieur Krabichek. Je cherche. Eh bien, cherchez ailleurs, commissaire. Je suis un honnête commerçant, pas un tueur. Avec mes impôts, on peut payer tous les commissaires de police de Paris, plus de nombreux inspecteurs. Et vous voudriez que je prenne le risque de supprimer un petit courtier? Ah, c'est dommage que vous n'y soyez pas allé vous-même, patron. Oui, ça valait le coup d'œil. Je vois des dorures partout. Ou alors un mobilier super moderne. Eh bien non, justement. Le ménage Krabichek habite un pavillon en Meulière 1920 avec une petite verrière au-dessus de la porte. Une baraque pour retraités. Rien d'une résidence de milliardaire. Et l'intérieur? Ah, très propre, rien de traîne. Ça sent la cire et la soupe aux choux. Le couple vit dans sa cuisine. Il y a bien une salle à manger Henri II, mais visiblement elle ne sert jamais. Seule la chambre de la fille est différente, des bouquins partout, en français évidemment, mais aussi en russe, en anglais, en allemand. Mais rien de personnel, hein. Pas un poster, pas un disque. Tiens. Hein. Enfin, rien de ce que l'on trouve en général dans une chambre de jeune fille. On dirait un bureau. Et puis alors, qu'est-ce qu'elle doit fumer? Ah bon? Elle est absente depuis des mois, puis sa chambre pue encore le tabac. Tu as vu madame Krabichek? Oui, patron. Elle ressemble à sa maison. Douce, effacée et souriante. Une mama slave, si vous voulez. Elle a confirmé les dires de son mari? À ce que j'ai cru comprendre, oui. Comment ça? Elle parle un affreux charabien. Elle m'a offert un café et voulait absolument me faire manger une part d'un énorme gâteau qui ressemblait à une brioche ou un kouglof. Bon, terripaille, mise à part. Tu as pu en tirer quelque chose? Non, patron. Cette bonne femme n'est au courant de rien. Je suis même certain qu'elle ignore l'importance des affaires de son mari. Non, alors et vous, patron? Monsieur Armand? Oh, rien.
Dis donc, je veux le personnel disponible sur lui et son équipe. Hein, le grand jeu. Qu'on les suive nuit et jour. Bon, pourquoi vous pensez que... Ben, je ne pense rien, j'espère seulement énerver un peu ce bon monsieur Armand. Il est trop calme, il est trop sûr de lui. Tu as eu des nouvelles de Cessini? Oui, patron. Il a découvert l'endroit où Verdury a pris son dernier dîner. Ah, il était seul? Non, avec une fille. Alors ça cadre avec le rapport du Toubib. Bon, il faut absolument identifier cette nénette. C'est fait, patron. Ben oui, comme je l'ai dit à votre inspecteur, Verdury venait tous les soirs. Un bon client, sans histoire. Et généreux, j'étais désolé de le perdre. Ça m'apprendra à rendre service. Comment ça? Oui, c'est moi qui lui ai présenté Madame Larrey, la dernière en date. Elle vient tous les soirs vers 6 heures. Elle attend son mari, il travaille dans un bureau près d'ici. Ah, une belle fille, hein, vous verriez ça. Elle a été danseuse ou quelque chose comme ça. M. Verdury l'avait remarqué, j'ai fait les présentations, ça a marché. Et le mari? Bon, il n'y a vu que du feu. Verdury s'est arrangé pour devenir ami avec lui, ils jouent ensemble au 421. Et du jour où il a mis la fille dans son lit, il a cessé de venir. Bénéfice net, un bon client foutu. Et comment avez-vous su que Verdury était devenu la bande de Madame Larrey? On voit que vous ne connaissez pas les femmes. Elles ont besoin de se justifier. Et un barman, c'est comme les coiffeurs ou les toubibs. Ça sert à ça. Et que vous a-t-elle dit? La chanson habituelle. Elle s'ennuyait, son mari était pas drôle. Elle aurait voulu reprendre son ancien métier, mais lui ne voulait pas. Alors elle a pris un amant, c'est tout bête. Monsieur Verdury était libre l'après-midi, lui, pas Monsieur Larrey. Ah, je vois. Monsieur et Madame Larrey sont venus hier soir? Oh oui, comme d'habitude. Ben, elle va sans doute pas tarder. Je pourrais la voir. Ben, j'y compte bien. Et avant-hier? Ah, je les ai pas vus. Monsieur Larrey devait être en province. Allô, ici le QG. À vous, voiture 5. Voiture 5, écoute. Tilly, ici Berger. Où en es-tu? Le chauffeur a déposé son patron devant la porte d'une bicoque banlieusarde, quai de la Marne. Parfait, chez lui. Sûrement pas. Un type qui se paye une Cadillac et un chauffeur n'habite pas là-dedans. Est-ce qu'il te trompe, mon vieux? Guillaume a pris la planque? Oui, j'ai demandé qu'on lui envoie une voiture. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Il a failli m'avoir au feu rouge. Où es-tu? Dans le 18e. C'était suivi? Je connais mon métier. Bon Dieu, t'as pas compris? Le patron veut qu'il le sache. Ah bon, ok, je vais me faire voir. Rappelle le QG de quart d'heure en quart d'heure. Terminé. Bien compris, terminé. Je suis désolé, monsieur le commissaire, nous n'avons pas de cabine. Ça ne fait rien. Faites-moi signe dès que Madame Larrey arrivera. Hein. Allô? Salut JM. Ta mère est là? Non, Comment non, elle est sortie? faut croire pas, puisqu'elle est pas là. Elle t'a dit quand elle rentrait? Non. Tu sais pas où elle est? Dis donc pas, surveille pas Hélène. Alors, tu peux pas dire maman comme tout le monde, non? Tout le monde l'appelle Hélène, pas. Bon, arrête de faire l'idiot. Tu veux? Dis-lui que je rentrerai vers 8h à la maison, hein? Et puis ne traîne pas sur tes devoirs. Compris? Allez, au revoir. Toutes les mêmes. Comment ça, toutes les mêmes? Alors, dis donc, je vous dispense de vos réflexions, mon vieux. Hein. Ah, tenez, c'est elle. Voiture 5, appelle QG. Voiture 5, appelle QG. QG, écoute. Le type s'est arrêté rue Cavalotti. Une rue tranquille derrière la place Clichy. Je vois où c'est, merci. Il est entré au numéro 9. Il t'a repéré? J'ai fait tout ce qu'il fallait, en tout cas. Tu n'en es pas sûr? Et lorsqu'il est entré dans l'immeuble, nos yeux se sont croisés. J'ai cru qu'il hésitait un instant, puis il a fait comme si de rien n'était. Il a poursuivi son chemin. Tu as vérifié si l'immeuble n'avait pas deux issues? Oh, Berger, tu me vexes. Je faisais déjà ce métier quand tu étais encore ta mère. Je connais tous les attrape-couillons de Paris, hein. Ok, terminé pour moi. Pour moi aussi. Ciao. Je
Je vous en prie, monsieur le commissaire, mon mari va arriver. Madame, je ne tiens pas à briser votre ménage. Cependant, monsieur Verdury est mort. Quoi? Dominique? Oui, madame, il est mort. Et assassiné. Vous n'avez pas lu les journaux? Non, je ne lis que certains hebdomadaires, monsieur le commissaire. Où étiez-vous hier soir, madame Larrey? Je crois qu'il vaut mieux que je vous le dise. En effet, oui. Mon mari était en province pour ses affaires. Nous avons dîné ensemble, Dominique et moi. Et après le dîner? Ou bien nous... Vous l'avez raccompagné chez lui, c'est ça? Oui, monsieur le commissaire. Oh, il ne faut pas que mon mari l'apprenne. Il est si gentil. Et puis, je l'aime. Vous ne me croyez pas? Pourtant, Julien est le seul homme qui a jamais compté dans ma vie. Écoutez, je ne suis pas là pour vous juger, madame, mais pour trouver l'assassin de Dominique Verdury. À quelle heure l'avez-vous quitté? Oh, je ne sais pas exactement. Nous sommes partis de la rue du Rocher... De chez Verdury? Oui. Il devait être plus de 2 heures. Il m'a accompagné jusqu'à ma porte. Oh, vous allez en parler à mon mari. Je ferai mon possible pour le tenir en dehors de cette affaire. Cependant, je ne peux rien vous promettre. Bien, pour l'instant, je vous laisse. Présentez-vous demain à 10h à mon bureau. 36 quai des Orfèvres. Voiture 5, appelle QG. Voiture 5, appelle QG. Ici QG, j'écoute. Il sort de la maison. Il jette un coup d'œil dans ma direction. Cette fois-ci, je suis sûr qu'il m'a repéré. Il monte en voiture, je te quitte, Berger. Il va démarrer. Oh, qu'est-ce qu'il fout, bon Dieu! Le con! Il va me faire avoir un accrochage. Voiture 5, appelle QG. Voiture 5, appelle QG. Écoute, voiture 5. Il est devenu fou, ce mec. Il roule comme un dingue. Il vient de s'engager sur le périphérique. Avec mon taco, je fais pas le poids. Lance un appel au motard. J'espère qu'il y en a dans le coin. Accroche-toi. Ah oui, ben je fais ce que je peux, hein. Voiture 5, appelle QG. Voiture 5, appelle QG. Eh ben, il m'a eu. Je le vois plus devant moi. Il est peut-être sorti par la bretelle de la porte de la chapelle, mais j'en suis pas certain. Je ne te félicite pas. Oh bah t'es pas marrant, toi, hein? Ma bagnole à 120 000 km. Fais une prière pour qu'il ne se passe rien. Oh là 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 là. Bah, mon disque! Mais JM, t'es sourd ou quoi? Ton zinzin s'entend dans tout l'immeuble. C'est même pas en plein régime. Oui, mais c'est bien ce que je dis, tu es sourd. D'ailleurs, tu as ton pick-up, je t'ai déjà demandé de ne pas toucher à celui du salon. Celui-là est meilleur. C'est pas une raison. Ta mère est rentrée? Non, pas. Mais qu'est-ce qu'elle fiche, il est 8h. Là, la v'là. Ah. Salut tout le monde. Oh, Ernest, t'es pas sympa, t'as même pas mis le couvert. Ernest. Qui est Ernest? C'est moi, Ernest. Non, est-ce que je peux savoir à quoi rime cette nouvelle manie ou bien est-ce indiscret? C'est indiscret. Ernest. C'est un jeu entre JM et moi. Pas un jeu, maman, un secret. Oui, si tu veux. Tu as fini ta version? Presque. Bien, va la finir avant le dîner. Hélène, où étais-tu? Il est plus de 8h. J'ai été voir une amie. Quelle amie? C'est un interrogatoire. Ah, pardon, excuse-moi, c'est idiot, c'est rien. Je te prépare un verre? Bonne idée. J'allume mon four et j'arrive. Voiture 5, appelle QG. Voiture 5, appelle QG. Je t'écoute, voiture 5. J'ai battu tout le quartier, pas de trace de la Cadillac. Va pas tarder à lui mettre la main dessus. J'ai lancé un avis de recherche générale. Une Cadillac, ça ne passe pas inaperçu. Dis donc, Berger, à la manière dont le type s'est faufilé, c'est certainement pas la première fois qu'il se livre à ce petit jeu, hein. Les fous du volant ne manquent pas. Ah non, le gazier n'est pas un chauffard. Il a une drôle de technique. Qu'est-ce que je fais maintenant? Cesse de te dresser des couronnes. Tu as laissé filer ton client. Oh, doucement, c'est la mécanique qui m'a trahi. Ramène-toi avec ta mécanique. On aura besoin de toi ici. Terminé.
bien silencieuse, Hélène. Y a pas de problème, non? Des problèmes, moi? Oh, grand Dieu, non. Je suis un petit peu fatiguée, c'est tout. Tu ne t'ennuies pas, chérie? M'ennuyer? Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, rien. Je te trouve un peu étrange ce soir. Non, c'est toi qui n'as pas l'air dans ton assiette. Ton enquête te tracasse, mon chéri? Non. Ou plutôt oui. J'ai eu une conversation avec un barman. Oh, tu traînes donc dans les bars maintenant? Non, pour mon enquête, veuillez. Il m'a parlé des femmes. Tiens. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Mais j'ai pensé à toi. Ta vie n'est pas très drôle. Il faudra que tu me donnes l'adresse de ce bar. Un barman qui pousse un mari à penser à sa femme, ça mérite d'être vu, ça. Ah tiens, j'ai eu un coup de fil de maman. Les parents pensent monter à Paris la semaine prochaine. Ah oui? Eddie, on va bientôt dîner? J'ai la dent, moi. Est-ce que tu as terminé tes devoirs? Oui, patron. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Tu fais tout pour m'agacer ce soir. Mon chéri. Oh, écoute. Bon, allons voir cette version. De la répression, maintenant. Oui, comme tu dis, oui. La provocation appelle la répression. Oui. Incroyable, Cécini. Il s'est volatilisé. Il a quitté le périphérique entre la porte de Clichy et la porte de la Villette. Dès ton appel, j'avais contacté une patrouille de motards qui se trouvait à la hauteur de la Villette. Ils ont attendu la Cadillac, mais en vain. Il est peut-être n'importe où, à Paris ou hors de Paris. Exact. J'ai communiqué le signalement de la voiture et le numéro à la routière et à la voie publique. On ne devrait pas tarder à avoir de ces nouvelles. Une Cadillac, quoi, ça se remarque, bon Dieu, non? En tout cas, il n'a pas rompu la filature pour rien. Nous devrions prévenir le patron, Berger. Oui, et en attendant, procure-toi la liste des locataires du 9 de la rue Cavalotti. Hein. L'homme à la Cadillac ne s'y est pas arrêté sans but. Il n'y est resté que 10 minutes, pas plus. En 10 minutes, on a le temps de faire beaucoup de choses. Tuer un homme, par exemple. Me sachant à ses trousses, ça m'étonnerait. Ah, va savoir. Il fait pas vrai ton Krabi quelque chose, là. Mon Krabi quelque chose? Krabi chèque. Krabi chèque, si tu veux. Il est riche comme Crésus et vit comme un employé aux Écritures. Donc il n'a pas de besoin. Et tu penses qu'un tel personnage risquerait sa fortune dans des opérations frauduleuses pour gagner quelques millions de plus? Je m'en ai 30, tiens. Un sérieux paquet de millions, tout de même. Il n'arrive pas à y croire. Je reconnais que la vie de Krabichek sort du commun. Il est arrivé en France. Venant d'on ne sait où. Sortant sans doute d'une misère inimaginable. L'Europe centrale d'avant-guerre n'était pas le paradis pour tout le monde. S'installe comme chiffonnier et fait les poubelles. À cette époque, une cabane dans la zone et une charrette à bras constituaient son seul capital. Il a connu la faim et les humiliations. La zone? Quelle zone? Bah oui. À Paris, avant la guerre, il y avait les bidonvilles. Sur les anciennes fortifications, on appelait ça la zone. Oui, mais enfin, tout ceci n'explique pas le bonhomme. Au contraire. Petit à petit, s'en est sorti. Un jour, il a eu assez d'argent pour acheter la bicoque où il vit encore. Pour lui, c'était comme Versailles, tu comprends? Mais ses ambitions étaient comblées. C'est un homme d'une intelligence peu commune. Il ne sait ni lire ni écrire, mais il a le sens des affaires et n'oublie jamais un chiffre. Pendant la guerre, il a trafiqué avec les Allemands. Il n'a pas eu d'ennui? C'est-à-dire que d'autres ont trinqué pour lui. S'en est tiré avec une forte amende. Sa fortune est faite alors. Pourquoi continuer avec des affaires illégales? J'y vois deux raisons. Les humiliations de sa jeunesse et le jeu. Bon. Crois-moi. Rouler le fisc, acheter des gens, se sentir le plus fort, le plus intelligent, ça doit le venger de beaucoup de choses. Et puis, il ne vit que pour ses affaires. Pourquoi tout risquer? On appelle ça un monomaniaque. Seul le maniement de l'argent lui apporte le plaisir et l'émotion. Oui, ben c'est ce que je te dis. Pourquoi tout risquer? Mais justement, le jeu. Et comment est-il physiquement? Oh, il fait 1m65 et 80 kilos. Non, on remarque qu'il ne fait plus trapu que gros. Il a un visage taillé à la serpe, pas un atome de double menton, des yeux bleus métalliques enfoncés profondément dans leur orbite, mais perçants. Il les ferme souvent en parlant, comme pour les cacher derrière ses paupières.
Jolie description. Bien habillé? Oh là là, non. Un veston et un pantalon vieux et dépareillés. Une cravate luisante pleine de crasse et puis nouée à la diable. Et il a une Cadillac. Et un chauffeur. Ah non, le chauffeur, c'est autre chose. Non, mais la Cadillac, elle, moi je trouve qu'elle cadre bien avec le personnage. Et oui, comme ça, dans la rue, tassé sur ses coussins, il va se sentir quelqu'un. C'est son seul luxe. Le signe extérieur de sa réussite. Son moyen de sortir de l'anonymat. J'y vais. Mais pourquoi? Tu attends quelqu'un? Un coup de fil? Non. Mais ce n'est pas la faute de Cecchini. Tant que l'administration ne se décidera pas à nous doter de véhicules rapides, nous sommes à la merci de ce genre d'avatar. Ouais. Et avec la limitation de vitesse, nous ne toucherons pas des bolides de sitôt, croyez-moi. Tu as malheureusement raison. La fiche du chauffeur, tu l'as? Oui, attends. Et la voilà. Tu l'as lu? Oui. Résume-la moi. Bon, alors il est gitan et il se nomme José Rivarez. Âge approximatif 38 ans. Première condamnation en 1949 pour vol de fil de cuivre sur un chantier de construction. Tiens, il travaillait déjà dans la récupération? Ouais. Il est comme 6 mois. À sa sortie, on le retrouve musicien dans un orchestre de jazz, guitariste. Oui. Et il est devenu chauffeur. Curieux. Et il se tient peinard jusqu'en 1955, date à laquelle il tombe pour agression, attaque à main armée et une inculpation de meurtre sur le dos. Ce dernier délit ne sera pas retenu faute de preuves. Les assises de la Seine le condamnent à 10 ans de réclusion criminelle. Attends, pas si vite. La condamnation, je m'en fous. Ce sont les circonstances qui m'intéressent. Bon. Alors, il faisait partie d'une bande de braqueurs, coupable de plusieurs hold-up, de coups primaires très risqués, très violents, sans préparation sérieuse. Ils étaient 3, 2 gitans et un basque espagnol. Leur dernier coup a foiré, un convoyeur de fonds a été tué. La brigade criminelle de l'époque a rapidement mis la main sur les 3 oiseaux, mais les 2 gitans se ressemblaient. Même allure, même taille, alors, avec un bas sur la gueule. Et c'est l'un d'eux qui a tiré sur le convoyeur. Oui, patron. Les témoins n'ont jamais pu désigner formellement le coupable. Ils ont nié, bien sûr, et s'en sont tirés avec le bénéfice du doute. Le rôle de Rivarez dans cette fine équipe? En principe, chauffeur. Mais lorsque la fusillade a éclaté, il est sorti de la bagnole. Ensuite? En 1962, il bénéficie d'une mise en liberté conditionnelle pour bonne conduite. 2 mois plus tard, il rentre au service de Krabichek et ne l'a pas quitté depuis. Ah, zut, je suis le roi des cons, moi, mais vraiment. Ce matin, j'étais tellement obnubilé par son patron qu'il ne m'est même pas venu à l'esprit de demander sa fiche au sommier. Et pourtant, logiquement, Krabichek n'a pas tué Verdury lui-même. Mais vous aviez demandé qu'on le prenne en filature. Mais oui, mais c'est bien là où je suis le roi. Je pensais que le chauffeur servait seulement de courrier. De courrier? Mais oui, Krabichek est trop malin pour se servir de son téléphone. Ça explique sans doute son arrêt rue Cavalotti. Rue Cavalotti? Ah oui, il s'est rendu au 9 de cette rue et y est resté 10 minutes. Tu as la liste des locataires de l'immeuble? Oui, patron. Bon, donne-la moi. Merci. Et appelle Salnaf chez lui, d'urgence. Bien. José, ¿Qué hora es, morenito? deja ahí a tu gacho, hombre, ven a tocar. No es un gacho, coño, es mi amigo. Oye, no es un gitano. Un gacho queda un gacho. Pero joder, Monsieur Armand es un padre para mí. Mi padre no es un gacho. Toca, ahora vengo. Allô? José? Ah, c'est vous, maître. Patron, José. Le patron veut savoir si vous avez fait ce qu'il a dit. Oui, bien sûr, j'ai fait. Vous l'avez eu? Bah, il était pas là, mais j'ai fait le nécessaire. Vous n'avez rien remarqué de spécial? Il y avait un poulet qui me suivait, mais je l'ai semé. Ah. Avant ou après la rue Cavalotti? Après. Parfaitement. Voilà ce que vous allez faire. Lis-moi la liste, Boisseau. Oh, je t'ai peut-être dérangé pour rien, celle-là. On va voir, je t'écoute. Alors, monsieur et madame Bonnefou. Négatif. Louis Virel. Inconnu. Perroton. Louis Perroton? Oui, c'est peut-être ça, oui, un L devant le nom. Ça te dit quelque chose? Louis Perroton est un courtier qui travaille pour Krabichek. Nous devions le contrôler dans les prochains jours. Le même genre que Verdury? Pas tout à fait. Il avait une fonderie à Gennevilliers. Il a fait de mauvaises affaires ou il a laissé sa chemise. Tu penses que lui aussi fraude le fisc? Je pourrais te le dire qu'après un contrôle de ses livres. Mais c'est presque probable. Bon, dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Nom de Dieu, tu as raison. Si ce sont eux qui ont buté Verdury, on peut s'attendre à tout. À moi! Au secours! Au secours! À moi! Vous avez
entendu? On aurait dit un coup de feu. Non. J'ai vu une voiture qui démarrait vers la place Clichy. Il faudrait prévenir la police. Mais moi, je suis sûr que je les ai vus, je vous dis. Oui, c'était trois. Berger, file chez Perroton. Viens, patron. Alors, que se passe-t-il? Je ne sais pas, moi. Quelqu'un a appelé au secours et puis j'ai entendu une détonation. Et quand je suis arrivé en bas, une voiture qui filait. Il faut prévenir la police. Je suis le commissaire principal Boisseau. Oh, bah vous avez fait vite, vous, alors. Ça, c'est bien. Dites-moi, la voiture, c'était une Cadillac noire? Oh non, non, non. Une voiture sport italienne ou anglaise, mais elle n'était pas noire, non. Grise ou blanche, j'ai pas bien vu. Non. Vous pouvez venir, patron? Monsieur, ne vous éloignez pas, s'il vous plaît. J'en ai pour un instant. Alors, Berger, Perroton. La porte était grande ouverte et à l'intérieur, tout est sans dessus-dessous. Ouais, vous allez voir le chantier. Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. Ah, c'est toi, Cécile? Oui, patron. Je croyais que c'était Guillaume qui assurait la planque. Krabichek n'est pas sorti? Non, non. Guillaume m'a signalé qu'un type était entré dans le pavillon à 23h15 et que personne n'en était ressorti depuis. Bon, parfait. Allez, Berger, tu viens, il est 6h. Salut, Berger. On peut y aller. Police, ouvrez! Vous, commissaire? J'ai quelques questions à vous poser, Krabichek. Hier, j'étais monsieur Krabichek, commissaire. Et hier était hier, Krabichek. Commissaire, j'espère que vous avez un mandat. Oh, maître Chalapas, quelle surprise! Vous ici, et en pyjama en plus. Je croyais que vous habitiez avenue Carnot. Je me suis disputé avec ma femme, et M. Armand a bien voulu m'offrir l'hospitalité. D'ailleurs, ceci ne vous regarde pas. Ben voyons. Je vous ai posé une question, commissaire. En effet, maître, et même une question un peu naïve pour un avocat chevronné comme vous. Vous tenez vraiment à voir mon mandat? Ce ne sera pas nécessaire. Très bien. Krabichek, habillez-vous, je vous emmène. Vous m'arrêtez? Pas pour l'instant. Je ne comprends pas. Je vous ai dit que j'avais des questions à vous poser. Nous serons mieux dans mon bureau pour ce genre d'entretien. Que dois-je faire, maître? Ce qu'il dit, M. Armand. Nous allons nous habiller et vous suivre, commissaire. Nous? Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que j'assiste mon client, commissaire. Mais voyons, maître, Krabichek est un honnête commerçant, c'est lui qui le dit. Et un honnête commerçant n'a nul besoin d'un avocat pour apporter son concours à la justice. J'exige que... Vous n'avez rien exigé, maître. Tant que votre client ne sera pas inculpé, du moins. Et l'inculpation regarde le juge d'instruction. Allez, habillez-vous, Krabichek. Qu'est-ce qu'il fait? Il est resté d'abord immobile sur sa chaise, fumant cigarette sur cigarette. Et depuis 1 heure, son paquet est vide, alors il tourne comme un ours en cage. Vous allez le laisser mijoter longtemps? Le temps qu'il faudra. Il est coriace et l'attente est un bon attendrisseur. Ah, monsieur et madame Larrey sont là. Quoi? Tu as bien dit monsieur et madame? Bah oui, patron. C'est une surprise. Bon, fais-les entrer. Ouais. Monsieur et madame Larrey. Madame, asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur. J'avoue, monsieur Larrey, que votre présence m'étonne. Ma femme m'a tout dit. J'étais folle, monsieur le commissaire. J'aime mon mari, je vous l'ai dit hier. Oui, en effet. J'étais ignoble avec Julien. Il ne méritait pas ça. Je n'ai pas voulu qu'en plus il la prenne par quelqu'un d'autre. Cette attitude vous honore, madame? Monsieur Larrey, puisque vous êtes au courant de la faiblesse momentanée de votre femme, cela va me faciliter les choses. Vous étiez en province la nuit du crime? Oui, monsieur le commissaire, j'étais à Lyon. Enfin, du moins sur la route. Je ne devais revenir que le lendemain matin, mais mon client était souffrant et j'ai décidé de rentrer. Vous étiez arrivé chez vous à quelle heure? 5 heures du matin, commissaire. 5 heures, tiens. Vous mettez combien de temps de Lyon à Paris, monsieur Larrey, par l'autoroute? Avec la limitation, 6 heures environ. Vous auriez donc quitté Lyon vers 23 heures. Non, monsieur le commissaire, je suis parti vers 7 heures du soir. Et comment? Vous avez eu une panne? Non, un coup de pompe. Je
m'endormais au volant, j'ai préféré m'arrêter. Ah, oui. Oui, c'est plus prudent, en effet. Vous êtes descendu dans un hôtel? Un motel? Non, commissaire, je n'ai pas quitté l'autoroute. Je me suis arrêté sur une aire de stationnement, je voulais dormir une petite heure et... j'ai dormi 4 heures. À quel endroit? Juste après Beaune. Quand vous êtes rentré chez vous, vous avez trouvé Madame Larrey couchée? Elle dormait profondément, elle ne s'est réveillée que lorsque je me suis mis au lit. Très bien, je vous remercie, monsieur Larrey. Je comprends tout ce que cet entretien peut avoir de pénible pour vous. Si vous pourrez-je d'attendre dans la pièce voisine pendant que je vais interroger votre femme. Je pensais, commissaire... Non, ça ne sera pas long. Croyez-moi, ça vaut mieux pour tout le monde. Berger! Berger! Oui, patron. Tu veux emmener monsieur Larrey dans ton bureau, s'il te plaît? Bien. Pas ici, s'il vous plaît. Que devez-vous penser de moi, commissaire? Je n'ai pas à vous juger, madame. Je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai la plus grande estime pour votre attitude. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous avez fait connaissance de Verdurie dans le bar où je vous ai rencontré? Oui, monsieur le commissaire. J'y viens tous les jours. Un soir, Julien était en retard, alors on a échangé quelques mots. Il était gai, beau parleur. Bon, je n'avais aucune envie de faire des bêtises. Et puis, c'est venu tout seul. Un jour, il m'a invité à déjeuner. J'ai accepté. Mais vous aimiez pourtant votre mari, madame? Bien sûr. Et peut-être plus encore depuis que je le trompais. Je ne vous suis pas très bien. Je me sentais coupable. Ça me rapprochait de lui. Avant, j'étais agressive, j'étais jalouse. Jalouse? De son travail. Vous aimiez Dominique Verdurie? Oh, mon Dieu, non. Je n'aurais jamais pu vivre avec lui. Mais comme amant, il était confortable, toujours disponible. Il me permettait d'échapper au quotidien. Je vous remercie de votre franchise, madame. Dans les derniers temps, avez-vous remarqué un changement de comportement chez Verdurie? Maintenant que vous m'en parlez, oui. Il semblait préoccupé, riait moins facilement. Et le dernier soir? Il n'a presque pas desserré les dents pendant le dîner. Et avant, il avait bu comme un trou. Il buvait pas mal d'habitude, mais ce soir-là, il avait été fort. Et puis... Et puis quoi? Oh, c'est gênant. Non, je vous en prie, madame, continuez. Il a fallu que j'insiste pour qu'il me ramène chez lui. Ernest, tu es sûr que tu sauras te débrouiller? J'ai pas 3 ans, maman. Cuire un beefsteak et réchauffer des haricots verts, c'est pas la lune. T'es un chef. Bon, allez, je te laisse. Hein. Salut. Salut. Youpi! Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un. Merde, si c'est mon vieux, ça va pas être de la tarte. Hein. Allô? Papa? Oui. Salut, ça va? Bonjour, ça va? Ta mère est là? Non, elle vient juste de sortir. Bon, ça ne fait rien. Dis-lui de te faire manger et de venir me rejoindre au bureau. Je l'invite à déjeuner. Ben, c'est pas possible, pas. Comment c'est pas possible? T'es tout de même assez grand pour manger seul, non? Ce serait pas la première fois. Alors? Maman déjeune dehors. Quoi? Avec qui? Avec une de ses potesses, je crois. Une de ses quoi? De ses potesses. Non, une de ses amies, tu veux dire. Essaye de parler français, s'il te plaît. Quelle amie? Je sais pas, moi, tu lui demanderas. Je te quitte pas, j'ai mes haricots qui crament. Berger, mets du monde sur les Larrey. Qui fasse le tour des voisins, fait vérifier l'emploi du temps du mari, la maladie de son client, et voit aussi si une équipe de la routière n'a pas remarqué sa voiture sur l'aire de stationnement. Tout ça directement, ils sont bavés. Hein. Ils sont dans le coup? Bon, ça m'étonnerait, mais il ne faut rien négliger. Cependant, ils ont assez d'ennuis comme ça, c'est pas la peine d'en ajouter. Bien. Patron. Oui? Ça n'a pas l'air d'aller. Vous paraissez soucieux. Personne de malade chez vous? Non, chez moi, non. Tout le monde va bien, merci. Mais non, c'est rien, ça passera, c'est un peu de fatigue. Appelle-moi Krabichet, qui doit être au point. Lui. Bien. Monsieur Krabichet. Commissaire, je proteste. Vous m'avez arrêté chez moi vers 6 heures du matin. Et je ne vous ai pas arrêté. C'est tout, quoi. Il est bientôt 1 heure et je ne sais toujours pas ce que vous me voulez. Eh bien, vous allez le savoir.
Parlez-moi de José Rivarez. De mon chauffeur? Vous m'avez fait perdre tout ce temps pour me parler d'un de mes employés? Oh, écoutez, José n'est pas n'importe qui, Krabichek, vous le savez très bien. Vous n'ignorez certainement pas qu'il a fait de la prison. Beaucoup de gens ont fait de la prison. C'est vrai. Seulement, il y a condamnation et condamnation. Il a payé sa dette, comme on dit, commissaire. Je ne savais pas qu'il était interdit d'embaucher quelqu'un qui avait fait une bêtise de jeunesse. Combien gagne-t-il chez vous? 2500 francs par mois. Oh, c'est bien payé. Je paye toujours bien les gens qui travaillent pour moi, commissaire. Quel est son rôle exact auprès de vous? Chauffeur. Mais j'entends bien, mais que fait-il? Il conduit la voiture, et il la lave, il l'entretient. Et c'est tout? Il fait aussi des courses pour moi. Quel genre de course? Oh, je ne sais. Porter un paquet, acheter des cigarettes. J'ai appris que parfois il couchait chez vous. Pourtant, il n'y a que 2 chambres, celle de votre fille et la vôtre. Ma fille est en Amérique. Elle couche dans sa chambre. Et quand elle est là? Elle couche dans le garage, sur un lit de camp. Vous avez besoin de lui nuit et jour? Je croyais que vous ne sortiez jamais. Un homme comme moi n'a pas que des amis, commissaire. Il assure votre protection. Si vous voulez. C'est ça. José est donc votre homme de main. Je ne sais pas ce que c'est qu'un homme de main, monsieur le commissaire. Ben, voyons. Vous êtes un honnête commerçant, Krabichek. C'est vrai, j'oubliais. Et Perroton. Perroton? Oui, Perroton. Vous le connaissez? J'ai fait quelques affaires avec lui. C'est ça, comme avec Verdurie. Exact. C'est curieux, Krabichek, combien les gens qui travaillent avec vous ont tendance à mourir facilement. Quoi? Perroton est mort? Bravo. Vous auriez pu faire une belle carrière au cinéma. Je vous jure, commissaire, que j'ignorais la mort de Perroton. Comment est-il mort? J'aimerais bien que vous me le disiez, Krabichek. Probablement de la même manière que Verdurie. Et vous m'accusez de l'avoir tué, lui aussi? Pourtant, vous savez bien que je n'ai pas bougé de chez moi. Un homme à vous a veillé toute la nuit devant ma porte. En effet. Cependant, votre chauffeur n'était pas là, lui. Je lui ai donné congé pour la nuit et la journée d'aujourd'hui. Et il en a profité pour rendre visite à Perroton. Oui, il lui a porté un message de ma part. Quel message? Je voulais qu'il passe me voir aujourd'hui sur le chantier. Vous pouviez téléphoner ou envoyer un pneumatique. Je déteste le téléphone et je n'écris jamais. Dans vos affaires, c'est prudent, en effet. Je ne comprends pas. Ça ne fait rien, Krabichek. Ça ne fait rien. Vous savez où se trouve Rivarez? Elle ne me fait pas ses confidences. Tant pis. Très bien. Eh bien, ce sera tout pour le moment. Vous pouvez partir. Quoi? Je suis libre? Pour l'instant, oui. Mais, croyez-moi, Krabichek, votre liberté ne tient qu'à un fil. Allô? Allô? Passez-moi José. Qui? C'est monsieur Armand. Passez-moi José. Ah, te llamas José. Tu patron. Allô, monsieur Armand? José, la police te recherche. L'avocat t'a dit ce que tu devais faire? Oui, monsieur Armand. Bon, alors vas-y. J'aimerais mieux. Que hijo de puta. Morenito, un Kodak. T'es des ennuis, fils? Si la police. Je te laisse la bagnole, hein, je m'en vais. Que la suerte. Crois-moi, Selnav, on finira par l'avoir. Il ne crâne plus. Et Perroton? Oh, ben, la fluviale a effectué des rondes sur la Seine et sur la Marne, mais ils peuvent pas sonder toutes les berges. Hein. Puis rien ne prouve qu'ils aient repris le même scénario que pour Verdurie. De ton côté? Les meilleurs inspecteurs de la brigade épluchent la comptabilité de Krabichek, mais c'est du rock, il est fort. On ne trouve pas la plus petite irrégularité. Ah, trop c'est trop. C'est ce que dit mon adjoint. On nous roule dans les grandes largeurs, ça fait aucun doute. Mais si tu n'arrives pas à l'inculper, il va encore nous glisser entre les doigts. S'il est coupable, je l'aurai. Patron. Oui. Patron, ce coup-ci, je crois que ça y est. Attends, ne quitte pas, mon vieux. Il y a Berger qui semble avoir du nouveau. Krabichek a pris un taxi et est rentré directement chez lui. Et alors? Il a téléphoné et les écoutes viennent de nous passer l'enregistrement. Bah, couche, bon Dieu, tu ménages tes effets comme une vieille coquette, là. Qui a-t-il appelé? José Rivarez. Quoi? Allô, Selnav? Oui. Krabichek est moins fort que nous le pensions, mon vieux. Il vient de commettre une erreur monumentale. Cette fois-ci, je crois que nous le tenons. Ah, il y a autre chose. C'est signé, écoutez, l'enregistrement de la communication. On entend clairement un orchestre en fond sonore. Bon, il y a plus d'un endroit dans Paris où on peut entendre un orchestre, sans compter les types qui répètent, et puis n'oublie pas qu'il a été musicien. Oui, patron,
Mais Rosé est gitan et Cécini a pensé au bistrot de Saint-Ouen, près du marché aux puces. Oh nom de Dieu. Saint-Ouen, les gitans, mais bien sûr, on aurait dû y penser plus tôt. Allô, Salnave? Bon, je te laisse, hein. Ah, je me demande parfois où j'ai la tête. Bon, alerte la territoriale, ratissage du quartier, tous les hommes disponibles en voiture. Et on fonce là-bas. Rien à en tirer, patron. Tu as vérifié son alibi? Ouais, le bistrotier et une dizaine de personnes certifient que Rivarez était bien dans le troquet à l'heure de l'enlèvement de Perroton. Les témoins des gitans? Tous, patron. Ça tiendra devant un tribunal, mais ça ne prouve rien. Ils se tiennent les coudes, ces gens-là. Bon, bah, on peut d'ailleurs pas leur en vouloir après un millénaire de persécution. Il y a cependant un témoin incontestable. La territoriale a fait un contrôle de routine dans le quartier. Et l'un des inspecteurs se souvient de notre client. À quelle heure? Environ un quart d'heure avant l'agression. Il n'avait donc pas le temps de se rendre rue Cavalotti. Et la bagnole? Bah, comme il nous l'a dit, dans le box du tenancier. Il maintient ses allégations au sujet des coups de téléphone de Krabichek? Oui. Il avait reçu l'ordre de se rendre à la police et c'est ce qu'il faisait quand il a été interpellé. Tu y crois, toi? Vous savez, patron, il n'est pas très fort du côté intellect et ça fait 6 heures qu'on l'interroge. Ses réponses n'ont pas varié d'une virgule. Tu sais qu'il est plus facile de coincer un suspect intelligent qu'un idiot. L'homme intelligent a tendance à vouloir trop prouver, il en rajoute. Et la fatigue aidant, il se coupe. Je sais, patron, mais c'est pas le cas. Pour la nuit de Verdurie, quel alibi? Il remplaçait un cousin dans un orchestre qui animait le bal d'une association dans le pont, dans une salle du 15e. Et la soirée a duré jusqu'à 3h30. On ne peut donc rien retenir contre lui. Je le crois blanc comme neige. Eh bien, nous voilà au point de départ. Je le relâche? Non, que veux-tu en faire? À moins que tu n'aies besoin d'un guitariste ou d'un chauffeur. Ah. C'est calme ce matin. Ouais, t'as parlé trop vite. Patrouille 26, j'écoute. Coupé sport gris métallisé, immatriculé 1260 QX75 venant de Paris, a passé le contrôle. 180 km/h. Intercepté, terminé. Bien compris. Le voilà. On y va. Il a cherché. Eh bien, mon vieux, il est beau. Il est mort? Plutôt 2 fois qu'une. Patrouille 26. Appel QG. Je vous reçois 4 sur 5. Parlez. Nous avons pris en chasse voiture 1260 QX75. Après refus d'obtempérer, elle a fait une embardée. Le chauffeur est mort. Il s'agit d'un nommé Louis Perroton, gérant de société, domicilié à Paris, rue Cavalotti, numéro 9. Faisons le nécessaire. Terminé. Bah non, ça n'a aucun doute possible. Les 2 motards ont été témoins de l'accident. Et la voiture? Nous avons vérifié, elle appartient à sa maîtresse. Perroton la lui avait empruntée. Elle devait le rejoindre à Genève. Es-tu sûr que le mort était bien Perroton? Oh, dis donc, mon vieux, tu nous prends pour des caves ou quoi? Non, on a vérifié, bien sûr. Mais alors l'enlèvement, le coup de feu, l'appartement fouillé? Une habile machination pour nous faire croire à sa mort. La presse a relaté l'assassinat de Verdurie. Il a pensé que nous croirions qu'il avait subi le même sort et d'ailleurs, il ne s'est pas trompé. Dans quel but? S'il pouvait passer la frontière sans difficulté, c'était un mort que nous cherchions, pas un vivant. Le gitan, il est passé chez lui? En effet, oui. Probablement pour le prévenir que le contrôle était imminent. En agissant ainsi, Perroton mettait Krabichek dans le sale drap. Ah, ce n'était peut-être pas pour lui déplaire. Il peut aussi avoir eu tout simplement la trouille. Lui aussi a peut-être cru que Krabichek avait fait assassiner Verdurie, et c'est ce qui lui aura donné l'idée de cette mise en scène. Tu vas me lâcher, Rivarez? Je n'ai rien à retenir contre lui, à part l'excès de vitesse sur le périphérique. Alors tu abandonnes? Oh, tu me connais mal. Non, je me demande si nous n'avons pas fait fausse route, mais je ne lâche pas. Ça mettra du temps, mais si Krabichek est derrière le meurtre de Verdurie, nous l'aurons. Pour ma part, je demeure persuadé que c'est lui le coupable. Ou du moins l'inspirateur du meurtre. Qui, lui, excepté, avait intérêt à la disparition de Verdurie. Je ne peux pas étayer une arrestation sur cette seule présomption. Oui, je sais. Attends, une seconde. Patron. Oui? Je crois qu'on tient quelque chose d'intéressant.
Bon, attends une seconde. Salnave, je te quitte, hein. Je te rappellerai dès que j'aurai du nouveau. D'accord. Au revoir. Alors? C'est au sujet des Larrey. Tiens. Vas-y. L'image du couple idéal s'effrite. Couple idéal, comme tu y vas. Que disent les voisins? Ils les ont souvent entendus se disputer violemment. Oh, bah, si ce n'est que ça. Leur voisine de palier prétend même que Julien Larrey battait sa femme. Il est, paraît-il, d'une jalousie féroce et il lui arrivait de rentrer chez lui l'après-midi par surprise pour s'assurer qu'elle était bien là. Et surtout seule. Un peu pipelette, la voisine. Elle passe ses journées à guetter les moindres bruits. Heureusement pour nous. Je vois le genre, oui. Cette jalousie cadre mal avec l'attitude qu'ils ont adoptée hier dans mon bureau. Mais c'est pas tout. L'employeur de Larrey le considère comme un homme remarquablement intelligent, très travailleur, mais calculateur et dissimulé. Il ajoute qu'il est sujet à des crises de dépression. Il est d'ailleurs en traitement. À quand remontent ces crises? Il a fait la guerre d'Algérie et il en est revenu profondément traumatisé. Ah, je vois. Bien, bon, on va s'intéresser de plus près au couple Larrey. Bon, il y a encore autre chose, patron. Bon, donc, tu sais que t'es pénible avec tes rapports en tiroir. C'est pas ma faute. Faut bien que je vous explique les choses. Bon, vas-y, j'écoute. Bon, alors Larrey prétend être rentré à 5h du matin. Oui. Eh bien, la vieille voisine, toujours la même, est formelle. Il est rentré à 23h. Bon, elle peut avoir confondu. Non, la concierge confirme, et c'est pas tout. Encore? La vieille dit qu'il est ressorti aussitôt et qu'à 3h du matin, Madame Larrey est rentrée seule. Il paraît qu'elle pleurait. Lui est revenu vers 4h. Ils se sont d'abord disputés, puis ils se sont calmés et ont parlé jusqu'au moment où Larrey est parti pour son bureau, à une heure normale. Mais c'est une mine, ta bonne femme. Elle ne dort jamais ou quoi? J'ai encore autre chose. Les Ballards, qui habitent l'étage au-dessus, en rentrant du cinéma à minuit et demi, ont remarqué Larrey dans la rue. Larrey a pris un air dégagé, mais ils prétendent qu'il ne leur a pas semblé dans son état normal. Travail! Voilà, Barbe, tu deviens comme papa? Dis donc, toi! Je ne sais pas comment tu fais pour travailler dans un tel boucan. Moi, je ne parviens pas à me concentrer. Il faut que je me grouille. Je dois rapporter le dossier à 6h. Dis-moi. Quoi? Tu crois pas que tu devrais en parler à papa? Mais non, pourquoi? Il se doute de rien. C'est pas mon avis. Je le trouve drôle. Mais tu te fais des idées. Non, je t'assure. Tu te regardes d'une façon marrante. Mais il est préoccupé par son travail, c'est tout. Peut-être. À ta place, je me méfierais. Il est vachement malin, tu sais. Mais je ne prends pas ton père pour un idiot, JM. Pas JM, Ernest, man. Bon, d'accord, excuse-moi, Ernest. Je trouve d'ailleurs que ce prénom te va très bien. J'ai envie de continuer à t'appeler comme ça. Eh, doucement, tu pourrais me demander mon avis. C'est toi qui l'as voulu? Ouais, entre nous, pour se marrer. Si tu le fais devant mes copains, j'aurais l'air vachement tarte. Alors, pour papa, tu lui dis? Non, j'aime mieux pas. Pas maintenant, tout du moins. Comme tu veux. C'est pas mes oignons. Mais t'as tort. C'est là? Non, patron, encore un étage. Au 5e. À droite ou à gauche? À gauche. Ouvrez, police. Fais gaffe, Berger, il est peut-être armé. Ouais, on aurait dû prendre du monde. Ah bah c'est trop tard maintenant, on y est. On sait pas après nous qu'il en a. Allez, on y va. Ouais. Oh nom de Dieu, la fenêtre. Ouais, il a sauté? Non, il est sur la corniche. Il fuit? Il est collé contre le mur, il ne bouge plus. Ah, c'est le vertige. Bon, pousse-toi. Hé, appelle les pompiers qu'ils amènent le nécessaire en vitesse. Bien. Oh, Julien, Julien! Vous foutez-nous la paix, hein? Vous avez fait assez de conneries. Bon. Larrey. Larrey! Larrey, revenez! N'arrête pas. Si vous approchez, je saute. Regardez-moi, Larrey! Non, ne regardez pas en bas! Vous avez dû beaucoup souffrir pour en arriver là, hein? Eh oui, je vous comprends. L'attente dans la rue a dû être terrible. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais si, mon vieux. Moi aussi, je suis marié. Pense à une garce. Non, une femme, comme la vôtre. Elle aussi s'ennuie. Elle me reproche de trop travailler. Mais elle vous aime, elle. Mais la vôtre aussi vous aime. Mais à sa manière. Non, ne regardez pas en bas. J'ai peur. Ne bougez pas, on va vous tirer de là. Allez, parlez-moi, dites n'importe quoi. Parlez, parlez, parlez. De toute façon, je suis foutu. Mais non. Dites pas de bêtises, voyons. Les jurés comprendront. Et puis vous étiez en traitement. Les juges en tiendront compte. Dites ça pour m'avoir. Ah, ne bougez pas, regardez-moi, regardez-moi. Je suis un pauvre con. Mais non, Larrey, vous êtes un type très fort, vous m'avez bien eu.
Enfin, vous croyez qu'un idiot aurait pu me rouler comme vous l'avez fait? Mais je vous ai pas roulé puisque vous êtes là. Les jambes. J'ai une crampe. Je ne vais pas pouvoir tenir. Hey, courage, les pompiers arrivent! Je ne sauterai pas dans leur truc. Mais qui vous parle de sauter? Ils vont dresser la grande échelle et vous descendrez comme par un escalier. Ne regardez pas en bas! Votre femme aussi a été épatante. Elle doit vous aimer, vraiment, pour avoir si bien tenu le coup. Sans elle, je n'en serais pas là. Oui, c'est vrai. Mais elle aussi m'a bien menti. Elle l'a fait par amour, j'en suis sûr. Sans le témoignage des voisins, vous n'auriez jamais été pris. Bon, ne regardez pas. Les pompiers sont là. Ils dressent la grande échelle. Je n'en peux plus. Je vais lâcher. Non, vous ne lâcherez pas, mais vous êtes un homme, que diable. Allez, encore 1 mètre. Voilà. 50 centimètres. Et voilà. Tenez-moi. Mon pied. Oh, ça y est. Bravo, patron. Eh ben, vous êtes livide. Ah, je crois que j'ai eu aussi peur que lui. Ah, j'ai horreur du vide, c'est vrai. Bon, descends l'accueillir. Je vais m'occuper de ma lame. Bien. Hélène? JM? C'est toi, papa? Ah, tu Ça es là? va? Oui, ta mère est pas rentrée? Je croyais que c'était elle qui rentrait, papa. Bon. Tant pis. T'as passé une bonne journée? Bon, si on veut. Je me suis fait coller. Je l'avais pas volé, mais ça me fait braire. Ah, tu vois? On va voir qui c'est, je suis fatigué. Allô? C'est pour toi, papa. Commissaire Salnave. Bon, j'arrive. Allô? Excuse-moi de te Oui. déranger chez toi, mais je viens d'apprendre que tu avais arrêté le meurtrier de Verdurie. Ben oui, c'était le mari de la maîtresse de ton client, mon vieux. Oh, c'est une banale histoire de fesses aidée par la fatalité. Le gars était en province, la femme en a profité. À mon manque de chance, son correspondant lyonnais est malade, le mari rentre chez lui. Il trouve le nid vide. Comme c'est un violent doublé d'un dépressif, il prend son revolver et descend attendre sur le trottoir. Et lorsque la femme et Verdurie arrivent, il se précipite, envoie promener sa femme et oblige Verdurie à démarrer. Il le fait arrêter dans une rue tranquille, et là le tue. Il prend alors sa place au volant et va jeter la voiture dans la Seine. Voilà, tu connais la suite. Oui, dommage. J'aurais préféré que Krabichek soit l'assassin. Ben moi aussi, oui. Allez, à bientôt. Au revoir. Allô? Yves, c'est toi? Oh, je suis désolée, je suis un peu retardée. Je serai là dans une demi-heure. Mais où es-tu? Je suis avec Martine. Je te raconterai tout à l'heure. Bon. Oh, encore. Allô? Yves? Bonjour, Martine à l'appareil. Oui? Hélène